Bonjour les gars, c'est votre Elfman pour ce nouvel épisode qui va vous emmener dans l'espace interstellaire puisqu'on va parler des étoiles. Depuis toujours, les corps célestes fascinent l'humanité. D'abord, sujet de mythes et légendes, puis classifiés dans la sphère céleste ou dans l'espace, maintenant étudiés par les télescopes. Les étoiles, qu'elles soient jaunes, brunes, rouges ou bleues, connaissent une vie mouvementée et fascinante que nous allons voir ensemble. Commençons par un peu de définition. Le premier sens du mot étoile est celui d'un point lumineux dans le ciel nocturne, et par extension des figures géométriques représentant des rayons partant d'un centre. Parce que quand on fait une étoile, il y a deux façons de la faire, soit on fait une étoile à 4 branches, 5 branches, 6 branches, soit on fait un cercle et des étoiles rayons autour. Ça c'est pour la partie dessin. Et ce qui nous intéresse maintenant, la partie plus astronomique. Donc la signification scientifique plus restreinte d'étoile est celle d'un corps céleste plasmatique, donc composé de plasma, qui rayonne sa propre lumière par réaction de fusion nucléaire. Donc si vous savez pas ce que c'est la fusion nucléaire, je renvoie vers ma vidéo à ce sujet, qui sera en description et en lien, ou des corps qui ont été dans cet état à un stade de leur cycle de vie, puisque ces étoiles évoluent, et donc on va le voir, l'étoile rayonne à un moment de leur vie et ne rayonne plus ensuite. Ou des corps qui ont été à cet état dans leur stade de cycle de vie, comme les naines blanches ou l'étoile à neutrons. Donc ils sont des cadavres d'étoiles en fait, suivant le type d'étoile. L'étoile évolue soit en étoile blanche, soit en étoile à neutrons. Donc nous abordons dans la partie 2. Cela signifie que ces corps doivent posséder une masse minimale pour que les conditions de température et de pression au sein de la région centrale, donc le cœur de l'étoile, là où se passent les réactions thermonucléaires, permettent l'amorce et le maintien de ces réactions. Donc c'est un seuil au-dessus duquel on parle de l'objet substellaire, donc soit des naines brunes, soit des proto-étoiles, entre guillemets, des étoiles qui ne sont pas allumées, soit des planètes géantes ou des planètes gazeuses géantes, qui n'ont pas suffisamment de masse, n'ont pas suffisamment de pression interne pour allumer leur corps d'hydrogène. Et donc, les masses possibles d'étoiles s'étendent entre 0,085 masses solaires, donc c'est assez précis, à une centaine de masses solaires, donc ça on ne sait pas trop parce que ça dépend des étoiles, ça dépend de ce qu'on peut observer dans l'univers observable. Donc la masse détermine la température et la couleur ou la luminosité de l'étoile. Donc les étoiles se forment à partir d'étoiles interstellaires qui se contractent sous l'effet de la gravitation. Lorsque l'étoile en formation est suffisamment dense, la pression qui règne au cœur de celle-ci déclenche les premières pressions de fusion. On parle de proto-étoiles. Ces proto-étoiles naissent généralement dans des nuages capables de former des centaines d'étoiles en même temps. Par exemple, les nébuleuses de Orion. Nous reviendrons sur les nébuleuses planétaires et sur les amas stellaires un peu plus tard. Donc les étoiles, généralement, se divisent en plusieurs couches. Donc le noyau, au lieu des créations nucléaires, les radiatives, où s'échappe la lumière par convection et par rayonnement. Donc la lumière, par un mouvement non newtonien, par un mouvement brownien, se fraye en chemin dans cette couche et la lumière peut mettre plusieurs centaines de milliers d'années, voire plusieurs millions d'années avant d'émettre des rayonnements via la photosphère et via la couronne. Et donc les couches externes, donc c'est la photosphère et la couronne où s'échappe enfin la lumière visible et les vents solaires. Et il y a aussi entre la couche photosphère et la couronne la couche de convection, donc qui est une zone neutre de radiation qui elle produit les puissants champs magnétiques qui entourent l'étoile. Donc comme j'ai déjà dit, les étoiles se classifient en différentes catégories sur leur masse et donc leur couleur. Parce que, comme on le sait, enfin pour ceux qui ont suivi des cours de physique, la lumière est composée de rayonnement, et donc le rayonnement dépend de la quantité d'énergie émise par un corps, donc ici par l'étoile. Donc les naines brunes qui ne sont pas des étoiles, des objets substellaires, qualifiés parfois d'étoiles manquées, puisqu'elles n'ont pas réussi à s'allumer. La masse est située entre celle des petites étoiles et des grosses planètes. En effet, au moins 0,08 masse solaire est nécessaire pour qu'une proto-étoile amorce la réaction thermonucléaire et devienne une véritable étoile. Les naines brunes, donc qui sont brunes parce qu'elles sont pas suffisamment chaudes, donc vous rouges, ne sont pas suffisamment massives pour déterminer cette réaction et elles peuvent cependant rayonner faiblement par contraction gravitationnelle parce qu'elles s'effondrent sur elles-mêmes petit à petit avant de s'éteindre complètement. Donc aussi les naines rouges, notre toute petite étoile, sont les plus petites étoiles, ont une durée de vie estimée entre quelques dizaines et un milliard d'années. Il faut savoir qu'on n'a pas encore observé de naines rouges dans son stade final, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment les naines rouges évoluent. Leur masse est de 0,08 à 0,8 masse solaire, donc elle représente 80 à 85% des étoiles de la galaxie, donc c'est les
étoiles les plus banales entre guillemets dans la galaxie, soit environ 160 milliards d'étoiles sur les 200 milliards environ que compte la Voie lactée. Proximale du Centaure, donc du système alpha du système du Centaure. La deuxième étoile la plus proche de nous, ou l'étoile de Barnard, donc la deuxième étoile à 6 années-lumière, considérée comme le Soleil, et la proximale du Centaure est à 4 années-lumière. Donc ça peut paraître près, mais pour nous les humains, c'est très très loin. Peut-être qu'un jour on y arrivera, mais pour le moment, nous sommes incapables de faire de telles distances. Donc, ces étoiles sont des naines rouges, de même que 20 d'autres parmi les 30 étoiles les plus proches, comme l'étoile Vol 359 par exemple. Parce que les étoiles sont très peu nommées, souvent c'est des catalogues d'étoiles, donc avec des noms et des numéros. Donc ne t'inquiète pas si je dis des étoiles ou des numéros. À cause de leur faible température et du fait également de petite masse, donc d'environ 3500 Kelvin, donc c'est environ 3000 à 3500 degrés Celsius, les naines rouges n'arrivent jamais au stade où les autres étoiles commencent la fusion de l'hélium. Donc ils ne deviennent pas des géantes rouges, parce que pour devenir une géante rouge, l'étoile doit fusionner son hélium. Ça, c'est une condition pour que l'étoile devienne une géante rouge. Et donc, se contracte et s'échauffe lentement jusqu'à ce que tout leur hydrogène soit consommé. Donc, l'hydrogène, c'est le carburant de base des étoiles. Ça va beaucoup revenir là-dessus. Et dans tous les cas, comme j'ai déjà dit, il ne s'est pas passé suffisamment de temps depuis le Big Bang pour que quiconque ait pu observer la séquence terminale d'une rouge. Maintenant, passons aux étoiles type Soleil, donc les naines jaunes. Donc, les naines jaunes, donc comme le Soleil, ont une durée de vie d'environ 10 milliards d'années et on estime que le Soleil est à peu près la moitié de sa vie, est à peu près à 5 milliards d'années. Donc à peu près l'âge de la Terre, enfin l'âge de la Terre qui dépend de l'âge du Soleil plutôt. Et donc leur taille est comprise entre 0,7 et 1,2 fois la masse du Soleil, donc qui est l'étalon pour ces étoiles-là. Donc la température externe est environ 5 à 6000 degrés, selon que le cœur lui, il atteint des températures de plus d'un million de degrés. Donc il faut imaginer que le rayonnement, comme je dis, s'échappe lentement, donc a le temps de refroidir avant de rayonner, donc dans le temps jaune pour les étoiles de type jaune. Donc le Soleil il est l'un des plus connus des naines jaunes. Il est composé à 74% d'hydrogène, 24% d'hélium, ainsi que 2% d'éléments plus lourds, donc du carbone ou l'oxygène principalement. Donc appelé astronomiquement parlant des métaux. Kepler 22, donc une autre étoile. Abrite Kepler 22b, donc qui est une planète. La première des deux planètes découvertes orbitant dans des zones habituelles de son étoile, parce que chaque étoile en fait a une zone qu'on dit habitable où les températures de pression permettent l'apparition d'une atmosphère viable et de l'apparition de l'eau. Donc qui sont les deux éléments, enfin avec l'apparition carbone, qui sont les éléments primordiaux pour qu'une vie type humaine puisse apparaître. Et donc environ 10% des étoiles de la Voie lactée sont des naines jaunes. Parmi les plus notables d'entre elles, on peut citer Alpha du Centaure, Tau Ceti et 51 Pégasi. Donc dans le système d'Alpha du Centaure, le système de Tau Ceti et le système de Pégase. À la fin de leur vie, ces étoiles se mettent à grossir démesurément, juste pour devenir, comme j'ai dit, des géantes rouges. C'est là où, n'ayant plus d'hydrogène, n'ayant plus suffisamment d'hydrogène, elles vont attaquer leur hélium, et donc l'hélium qui va devenir du carbone, puis de l'oxygène. Et donc, lorsque ceci arrivera au Soleil, il s'éteindra jusqu'à engloutir Vénus, Mars et la Terre. Et nous, ça sera dans plusieurs milliards d'années, donc on aura le temps de voir venir, ne vous inquiétez pas. Plus tard, il se fondera à nouveau sur lui-même, laissant derrière une bonne partie des gaz de composants pour former une naine blanche entourée d'une nébuleuse planétaire. Donc une nébuleuse planétaire, je vais revenir là-dessus après. C'est un immense nuage de gaz et de plasma qui peut engendrer de nouvelles étoiles. Enfin, on dit nébuleuse planétaire parce que c'est un terme historique, mais normalement on devrait dire nébuleuse stellaire. Et enfin les néons bleus, donc qui sont les dernières étoiles de la séquence principale, donc c'est les étoiles standards entre guillemets. Ce sont les étoiles qui ont une durée de vie entre 10 et 100 millions d'années, donc c'est astronomiquement parlant, c'est très petit par rapport au Soleil qui a une durée de vie de 10 milliards d'années par exemple. Et leur taille est supérieure à 18 fois la masse du Soleil, enfin leur masse plutôt est supérieure à 18 fois la masse du Soleil. La température est d'environ 20 000 Kelvin, donc 20 000 degrés Celsius environ. Certaines des étoiles les plus brillantes donc sont les étoiles bleues parce qu'elles émettent un rayonnement très intense. Par exemple, Beta Uranus dans le système de Rigel ou Alpha Cygni dans le système de Deneb. Mais dans leur ensemble, à cause de la courte durée de vie, les étoiles bleues sont assez rares. Ce sont des étoiles donc généralement les étoiles de la séquence principale qui fusionnent l'hydrogène, comme toutes les étoiles. Cependant, la masse suffisante pour permettre d'entamer la fusion de l'hélium
Une fois la cellule achevée, donc elles sont tellement massives et tellement d'énergie qu'elles peuvent fusionner leur hélium puis d'autres éléments sans s'effondrer sur elles-mêmes. Donc très rapidement, l'étoile passera à la fusion du carbone, puis à celle de l'oxygène. Il y a deux éléments en milieu, bien sûr, mais c'est les éléments les plus catalyseurs, on va dire, qui servent à fabriquer des éléments. Mais c'est vraiment les éléments principaux, donc il y a l'hydrogène, l'hélium, le carbone, l'oxygène et ensuite le fer. Et donc elle reconstitue un noyau de fer, élément trop stable par son énergie de liaison, pour que sa combustion et sa fusion soient possibles, quelle que soit la masse de l'étoile. Donc l'équilibre maintenu en étoile par ses précédentes réactions thermonucléaires, oui, puisque ce que j'ai pas dit, c'est qu'il y a deux forces qui s'affrontent en étoile. Il y a la force de gravité, donc qui pousse l'étoile sur elle-même, à se concentrer sur elle-même, et la réaction de fusion thermonucléaire qui produit de l'énergie de radiation, qui elle étend l'étoile. Donc c'est deux forces se compensent normalement dans une étoile, mais quand les forces se compensent plus, la gravité gagne, et donc l'étoile explose. Et donc l'équilibre maintenu par les précédentes réactions thermonucléaires, donc des réactions thermonucléaires vers le fer, de l'oxygène vers le fer, ne sont plus possibles, donc l'équilibre est rompu et l'étoile explose en supernova de type 2. Et donc on va s'arrêter sur cette partie. On va attaquer. La fin de vie des étoiles dépend de leur masse et donc de leur couleur. Si on n'a pas observé de naines rouges en fin de vie, en revanche, la fin de vie des nains jaunes est connue. Quand une étoile de type naine jaune a consommé tout l'hydrogène disponible, la fusion de l'hélium s'enclenche. Tandis que le cœur de l'étoile se contracte sous l'effet le gravissement de sa gravitation interne, ses couches externes gonflent sous l'effet de l'énergie dirige par fusion de l'hélium qui est beaucoup plus puissante que celle de l'hydrogène. Donc refroidissent et rougissent, récemment l'étoile a une diamètre rouge qui peut avoir un rayon mesurant jusqu'à 1000 fois celui du Soleil. Et comme on a vu, le Soleil, donc il va grossir jusqu'à capturer Mercure, Vénus et la Terre. Donc transformé en carbone et en oxygène, l'hélium s'épuise à son tour et l'étoile s'éteint. Faute de carburant disponible, faute de pouvoir, surtout faute de pouvoir transformer l'hydrogène et l'oxygène et le carbone en autres éléments, parce qu'il n'y a plus assez de jus dans l'étoile. Donc l'étoile, sa taille et son énergie gravitationnelle est insuffisante pour déclencher les réactions de fusion de l'oxygène, on peut le dire. Les couches externes de l'astre s'éloignent et son centre se contracte, dévoilant une naine blanche. Et donc les couches externes ont formé ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire. Donc c'est un grand nuage de gaz et de poussière stellaire. De plasma. Donc ces panaches de gaz forment un nuage de matière qui s'étend autour de l'étoile à une vitesse d'expansion de 20 à 30 km par seconde. Donc ce qui fait entre 70 et 100 000 km/h. Donc c'est quand même une vitesse assez astronomique, c'est le cas de le dire. Donc ce nuage est ionisé par les photons ultraviolets émis par l'étoile, qui est devenue très chaude. Donc elle émet un rayonnement de l'ordre de 50 000 à 100 000 Kelvin de température, donc 50 000 à 100 000 degrés Celsius environ. L'énergie ainsi acquise par le gaz est réémise sous forme de lumière de moindre énergie, notamment dans le domaine du visible. Ce qui donne toutes ces couleurs qu'on voit quand on voit les photos d'astronomie des nébuleuses, c'est du jaune, du orange, du bleu, enfin c'est des couleurs qui pètent. Donc les nébuleuses planétaires sont des objets qui évoluent assez rapidement. On connaît environ 1500 dans les galaxies, et elles jouent un rôle crucial dans l'enrichissement de notre univers, transformant l'hydrogène, notamment en oxygène. Donc on a un élément plus lourd avec expulsion ces nouveaux éléments dans le milieu interstellaire. Donc quand on dit que nous sommes de poussière d'étoiles, en quelque sorte c'est vrai parce que la Terre, le Soleil proviennent probablement d'autres étoiles qui se sont effondrées et donc le Soleil qui s'est créé de cette poussière d'étoiles. Et la Terre aussi. Donc les nébuleuses planétaires sont souvent, comme j'ai dit, très colorées et leurs images sont parmi les plus spectaculaires. Un exemple un des exemples célèbres de ce type d'objet est la nébuleuse de l'Anneau, constituée à la constellation de la Lyre, donc sous son appellation, nébuleuse de la Lyre. Et je vais mettre une photo, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. Une naine blanche, statue d'une étoile de type naine jaune,
possède une masse inférieure quoique son poids à celle du Soleil, et un volume similaire à celui de la Terre. Donc vraiment le corps se contracte jusqu'à devenir une naine jaune, jusqu'à devenir une naine blanche en fait. Donc c'est un cadavre d'étoile mais qui peut, donc sous certaines conditions, donc on le verra dans la partie suivante, se réactiver. Donc sa masse volumique est ainsi de l'ordre d'une tonne par centimètre cube, donc c'est extrêmement dense, c'est très dense. Donc plusieurs dizaines de milliers de fois plus élevé que celle du matériau observé sur Terre. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment, encore une fois, très dense. C'est la température de surface qui peut dépasser environ les 100 000 Kelvin, donc vraiment la matière et c'est que le dire chauffer à blanc. Chute progressivement jusqu'à s'éteindre complètement en naine noire. Donc c'est vraiment un cadavre d'étoile qui n'émet plus de rayonnement, donc qui est totalement froid, totalement éteint. Donc de l'ordre de quelques, je pense quelques dizaines de Kelvin par là, quelques centaines de Kelvin, guère plus. Et enfin pour les géantes bleues, donc leur dessin est tout autre, parce que vu qu'elles sont plus massives, elles produisent plus d'énergie, elles ont besoin de plus d'énergie pour survivre, et donc elles vivent moins longtemps. Et donc une fois la fusion de l'oxygène enclenchée, donc fusion de l'oxygène vers le fer, l'étoile se parle encore de fer, et donc l'étoile ne pourront plus garantir, comme on l'a vu dans la première partie, sa stabilité, parce que le fer est un des éléments les plus stables qui existent. Donc il n'a plus assez d'énergie pour faire fondre le corps de fer, et le corps, les couches externes se contractent sous l'effet de la gravitation et explosent sur le cœur de fer en supernova de type 2. Parce qu'il y a les supernovas de type 1, donc ils sont explosés en naine blanche, on reviendra à ça. Peut-être dans la partie suivante. Et donc plus précisément à la fin de la phase de fusion du fer, le cœur atteint la densité à laquelle la pression de dégénérescence des électrons domine, donc les électrons vont se transformer en d'autres particules de matière. Et la couche entraînera directement le cœur, devenu inerte, donc qui ne produit plus de rayonnement, plus de matière, continue à produire du fer et du nickel jusqu'à la surface du cœur. La surface du cœur, pardon. Donc sa masse continue ainsi d'augmenter jusqu'à atteindre la masse de Chandrasekhar, donc environ 1,4 masse solaire. Donc c'est encore une fois assez précis. À cet instant, la pression de dégénérescence des électrons est dépassée, donc le cœur se contracte et s'effondre sur lui-même. De plus, une phase de neutronisation commence, donc les protons et les électrons vont fusionner en neutrons, donc ce qui va augmenter la densité de l'étoile. Donc ce qui diminue le nombre d'électrons, et donc l'opération de dégénérescence. Et donc, comme j'ai dit, les électrons sont capturés par les protons, engendrant un film massif de 10 puissance 58 neutrinos électroniques, donc c'est des particules d'antimatière. Donc c'est des particules primordiales mais d'antimatière. Et transformant le cœur d'une étoile en neutron, donc on va voir dessus sur l'étoile en neutron juste ensuite. Donc de 10 à 40 km de diamètre, et la densité d'un atomique, donc c'est plusieurs centaines de millions, voire plusieurs milliers de millions de tonnes par centimètre cube. Des objets les plus denses qui existent en fait. C'est un cœur cœur de métal. Il faut imaginer vraiment un cœur de métal de 10 cm, par exemple 10 kg, à 30 cm de diamètre. Tant très vite sur lui-même, donc c'est très puissant. Très puissant, ça envoie des rayonnements gamma, des rayonnements électromagnétiques à toute puissance. Et donc c'est cette contraction gravitationnelle du cœur en neutronisation et celle de couches externes adjacentes, donc qui dégagent toute l'énergie de la supernova. Parce que la supernova, c'est vraiment une gigantesque, une astronomique explosion de matière qui balaye tout sur son passage et qui crée des sursauts gamma, qui crée des sursauts de particules ionisées à très haute température. Et c'est pour ça que les astronomes surveillent ces étoiles-là, parce que si une supernova éclatait près de la Terre, ça pourrait griller tous les circuits électroniques pour des années en fait. Donc c'est que ça causerait des dégâts impressionnants. Et donc sa masse limite étant, ou de l'étoile à neutrons étant, donc pardon, oui, c'est donc à distance, donc le cœur se contracte, donc comme je dis, on a une étoile à neutrons pour les moins massives. Et les plus massives, donc elle se contracte en trou noir stellaire, mais on reviendra à ça un peu plus tard là-dessus. Donc sa masse volumique, comme je dis, est extrêmement élevée, de l'ordre de 1000 milliards de tonnes par litre, enfin entre 500 et 1000 milliards de tonnes par litre. Et sa masse comprise dans une faille très étroite entre 1,4 et 3,2 fois la masse du Soleil. Ainsi, une étoile à neutrons est du boule donc de 10 à 40 km de diamètre, donc c'est très petit et c'est extrêmement dense.
Donc les étoiles les plus massives se transforment en trous noirs. Un trou noir stellaire a une masse comprise entre 3 et 5 masses solaires minimum. Et le plus massif connu, donc c'est en 2001, avant celui qui va suivre, avait une masse de 14 masses solaires. Donc c'est la masse d'une étoile jaune quasiment, bleu pardon quasiment. Donc c'est très 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 lourd et ça attire toute la matière autour, d'où le nom de trou noir. Parce que le trou noir lui-même n'émet pas. C'est une étoile morte, c'est un corps mort, mais tout autour de lui, et c'est ce qui permet de les observer actuellement. Il y a de la matière en fusion, de la matière en fusion qui sont très 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 vite et qui dégagent des rayonnements énormes. Et donc le plus massif connu actuellement, donc en 2019, un trou noir d'environ, pour la dépense 768 masses, ou plus ou moins 12 masses solaires, a été identifié dans la Voie lactée. Et donc les principaux progéniteurs, les principaux créateurs des trous noirs stellaires sont des étoiles de type Wolf-Rayet. Et donc une étoile de type Wolf-Rayet, souvent abrégée en étoile WR, donc c'est pas d'astronome, est une étoile chaude de plusieurs dizaines de masses solaires, donc j'imagine une étoile géante du coup. Donc, qui durant une phase relativement brève, lors du million d'années. Donc suivant sa séquence principale, donc suivant ses réactions de fusion primaire, on va dire, se met à cracher la matière entourant son noyau sous forme de vent stellaire à haute vélocité, laissant celui-ci nu, et donc il va se former sur lui-même pour créer un trou noir avant d'exploser en supernova. Maintenant, nous allons passer sur la dernière partie, donc qui est sur l'étoile binaire et sur le masse stellaire. Donc en astronomie, une étoile binaire, aussi appelée système stellaire binaire ou tableau physique, est un type de système binaire, comme son nom l'indique, composé de deux étoiles orbitant soit l'une autour de l'autre, soit l'une autour d'un centre de gravité commun. Et donc les combinaisons principales portent le nom de l'étoile suivi de la lettre A et l'autre suivi de la lettre B. Donc par exemple, on va avoir Alpha Centauri A et Alpha Centauri B, qui sont les deux étoiles du système Alpha du Centaure. Donc le terme étoile binaire a apparemment été inventé par William Herschel, pardon. Un peu de mal avec les noms allemands. Donc William Herschel en 1802 pour indiquer une vraie étoile double, l'union de deux étoiles qui sont formées ensemble dans un système par les lois de la gravitation. Mais parce que il y a beaucoup d'étoiles doubles, binaires, ternaires, il y a très très peu d'étoiles seules en fait. On en reviendra plus tard, on verra plus tard. Donc au XXIe siècle, les étoiles binaires sont classées en différents types selon la propriété observable, donc binaire visuel, binaire astrométrique, binaire spectroscopique et binaire à éclipse. Donc peut-être qu'on reviendra sur les étoiles binaires sur une autre vidéo, donc je laisse ça en plan entre guillemets. Une autre classification donc en trois catégories est basée sur les temps des étoiles. Les binaires détachés, les binaires semi-détachés et les binaires à contact. Dans ce cas, il arrive souvent que les étoiles binaires sont des étoiles variables, donc parce que vu qu'elles orbitent l'une autour de l'autre, donc elles se cachent, elles se masquent l'une l'autre, et donc leur luminosité qui atteint jusqu'à la Terre et fluctue au cours du temps, donc le nom d'étoiles variables. Donc certaines étoiles binaires sont suffisamment proches pour interagir entre elles et ça change la matière. Et donc quand on va le voir, ça peut déclencher ça peut emballer s'il y a un catalogue d'étoiles autour d'une autre étoile, ces réactions d'étoiles nucléaires et donc créer une supernova de type 1, donc une espèce de naine blanche. Mais sinon, donc, c'est son choix de la matière par stellaire, soit par débordement du globe de roche. Donc l'étoile devient plus grande que son globe de roche, donc j'imagine c'est encore une limite astronomique. Et va être basé sur plus de matière, sur l'astre compagnon. Donc, si ce compagnon est une naine blanche, l'énergie suffit entre guillemets, à redéclencher l'action du cœur. Et donc voilà, l'étoile explose. Et toutefois, donc il est possible que deux étoiles se percutent, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Et donc cela produit une étoile plus massive parce que les deux cœurs ont fusionné et les deux étoiles ont fusionné dans une étoile plus grosse. Toutefois, la convection interne, si les événements peuvent nettoyer le cœur, donc tous les déchets, tous les particules non fusionnées, s'évaporent entre guillemets dans l'espace. Ce qui permet au cœur de redémarrer plus fort, et donc qui augmente la durée de vie de l'étoile résistante. Et enfin, la masse stellaire
est une concentration locale d'étoiles d'origine commune, donc souvent une nébuleuse planétaire ou un nuage de gaz, est liée au travers par la gravitation dans un espace dont les dimensions peuvent atteindre 200 parsecs. Donc un parsec, c'est environ 3 années-lumière, à peu près. Et donc c'est une unité de distance et pas de temps, comme les années-lumière. Et les amas stellaires donc, se maintiennent par la vibration gravitationnelle mutuelle entre leurs membres. Donc ces étoiles sont très proches, elles s'attirent les unes les autres, et donc c'est pas mal à l'amas de rester en place. Donc en raison de l'influence interne, donc collision avec d'autres membres de l'amas, évolution stellaire, parce que des étoiles vont, si c'est pas la même couleur, elles vont pas vieillir de la même façon, donc forcément il y a des étoiles qui vont mourir, d'autres qui vont continuer à vivre. Donc la gravitation elle va fluctuer. Et externe en collision avec des objets massifs et influence de la galaxie haute parce que les étoiles. Est-ce que j'ai oublié de le dire, mais les étoiles elles tournent autour du cœur de la galaxie, donc les étoiles dans l'amas elles se entre guillemets en groupe, elles peuvent être attrapées par d'autres étoiles et donc il peut y avoir des collisions entre les étoiles de la galaxie et les étoiles de l'amas. Donc la durée de vie des amas varie de quelques millions d'années par les stations peu denses à plusieurs milliards d'années par les amas globulaires massifs. Donc c'est des amas en forme de globule, entre guillemets, un gros paquet de matière en 3 dimensions. Donc les amas stellaires les plus lumineux et les plus proches de la Lune. J'ai pas fait mes devoirs, malheureusement, donc j'ai pas de nom à vous donner. Mais si vous prenez des astronomies, ils seront sûrement des noms à donner dans les commentaires, n'hésitez pas. En général, à cause de leur population stellaire plus homogène et leur résistance relativement bien connue, les amas jouent un rôle important en astrophysique et en astronomie, notamment en astrométrie, notamment donc pour calculer les distances, calculer des valeurs angulaires, pour vraiment des espèces de phares stellaires, donc qui permettent aux astronomes de se représenter l'étoile et de se diriger dans l'espace par rapport à ces amas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous aurez plu suffisamment bon pour faire peut-être une suite sur l'étoile binaire, sur d'autres corps stellaires. Et donc n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu, ce qui permet à la chaîne de vivre, ce qui permet à la chaîne d'être plus connue, plus reconnue par l'algorithme de YouTube. Et donc de partager et de vous abonner si c'est pas déjà fait, et oui d'activer la clochette aussi parce que sinon vous serez moins notifié, donc il faut activer la clochette aussi en plus de l'abonnement. Bien, je vous dis à tous et au revoir.